Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Transscience. Pourquoi ce néologisme? Le mot anglais transscience, que l'on peut traduire par fugacité ou plutôt impermanence, aurait pu entrer dans la langue française depuis longtemps puisqu'il est issu du préfixe latin trans, très usité dans notre langue, qui signifie à travers, et du verbe ir, aller. C'est d'ailleurs le verbe transir que l'on trouve dans l'expression sic transit gloria mundi. Ainsi passe la gloire du monde, qui symbolise l'éphémère. Notre langue ne s'est pas privée d'avoir recours au concept et au vocable latin, mais elle semble avoir négligé celui de transscience. En français, issu de la même famille, ce qui éclaire le sens du mot, nous avons ainsi l'adjectif transitoire très proche du vocable transscience, à relier au nom transition, qui indique le passage d'un état à un autre mais ne dégage pas aussi précisément que transscience, la connotation de ce qui est passager, fugitif, furtif. Le nom transit dénote aussi ce caractère fugace, précaire, lorsqu'on parle de personnes en transit par exemple. Nous appellerons donc transscience le relativement court chemin, par rapport au temps géologique ou astronomique, qui mène les êtres humains, mais aussi les civilisations, de la vie à la disparition, après avoir transmis, qui la vie, qui la pensée, qui les traditions, qui de simples vestiges, qui rien du tout, qui la sublimation de ces pulsions profondes au moyen de l'art, quel qu'il soit, ou encore, par le biais des turpitudes de l'histoire qui ne sont après tout que celles des humains, la réalisation de pulsions bien plus négatives, Histoire a gardé le souvenir de grands monstres, Napoléon, Hitler, Staline, Pinochet, etc. La transscience a donc partie liée avec la petite et la grande histoire, avec la vie et la mort. La transscience est à ce point le propre de l'homme qu'elle fait partie de ses interrogations les plus fondamentales et les plus anciennes, d'autant que capable de s'approprier l'univers en le représentant en lui, l'homme sait, et de tous les êtres vivants est manifestement le seul à savoir qu'il est mortel. Jacquard, 1991, Assmann 2003. Le seul événement que chacun est à même de prévoir avec certitude, sans en connaître les conditions, est en effet sa propre mort. Jacob 2000. De plus, ce qui constitue pour l'espèce humaine la définitive hiérarchie des valeurs de vie, c'est la conscience de la mort. Vivray 2004. D'où certainement cette incitation à la fête qui procure l'oubli, tellement inscrite dans la civilisation occidentale contemporaine pour sa valeur économique, mais à attribuer probablement aux invariants humains, à ce que Berger et Luckmann 1992 appellent les constantes anthropologiques. Car cette incitation à la fête on la trouve déjà dans les textes de l'ensemble du monde antique, aussi bien dans l'épopée de Gilgamesh, mythe mésopotamien sur lequel nous reviendrons, que dans la Bible ou les chants de harpistes égyptiens tels ceux du papyrus Harris 500 Assmann 2003. Un peu plus tard, le poète latin Horace, 65 à 8 AV. J.C. exprimera un peu la même idée avec son Carpe diem, cueille le jour, Bodi 11 8, qui nous enjoint de savourer le moment présent fragile comme une fleur, dans la mesure où l'avenir est incertain et où tout est appelé à disparaître. Aujourd'hui, l'astrophysique a même établi que tous les objets de l'univers et l'univers lui-même doivent mourir. L'astronomie récente nous a appris en effet qu'aucun astre n'est éternel. Aussi scandaleux que cela paraisse à nos esprits étroits, l'univers a une durée de vie finie. Ainsi que les hommes, les planètes, les étoiles et les galaxies sont donc condamnés à mourir. Braic 2000. André Braic ajoute que lorsque l'on considère les échelles de distance et de temps, on se rend compte que notre système solaire n'occupe qu'une place bien modeste, et la vie des hommes qu'un bref instant dans l'univers. En effet, l'exploration de cet univers nous enseigne que la vie est un phénomène marginal. L'univers vit sa vie en se moquant bien de la vie. Braic 2000. L'empereur philosophe Marc Aurèle, 121 à 180, l'exprimait déjà en ces termes: le temps de la vie de l'homme, un instant, dans ses pensées pour moi-même. 1964. Dans le même ordre d'idées, l'économiste de la décroissance Georgescu Roegen, 1995, nous rappelle que la durée d'existence de l'espèce humaine ne représente qu'un clin d'œil par rapport à celle d'une galaxie. Il est important pour se faire une idée de la transscience de l'humanité de mettre en perspective la vie humaine avec la réalité qui l'entoure, la réalité mise au jour par la science au sens large, sans quoi l'éphémère ne saurait être un objet scientifique. Rappelons ici l'étymologie du mot éphémère, qui provient du grec ancien et signifie « qui ne dure qu'un jour ». L'unité jour présente un rapport étroit avec l'astronomie que nous ne développerons pas ici. Ainsi, ne croyons pas que le firmament est immuable.
Les étoiles que nous voyons dans le ciel aujourd'hui ont pour certaines disparu depuis des millions d'années. Par exemple, la plus proche étoile nous apparaît telle qu'elle était il y a 4 ans. Andromède, la plus proche galaxie de taille comparable à la Voie lactée, nous apparaît telle qu'elle était il y a 2 millions d'années. Le plus proche amas de galaxies tel qu'il était il y a 40 millions d'années et la galaxie la plus lointaine à avoir été observée nous apparaît telle qu'elle était il y a environ une douzaine de milliards d'années. Trinx-Swan-Tuan 1998. Éphémère, l'homme est donc, de surcroît, la proie des illusions. L'astrophysicien britannique Stephen Hawking, 1989, explique lui aussi que nous ne savons pas ce qui arrive en ce moment au loin dans l'univers. La lumière que nous captons en provenance des galaxies lointaines les a quittés il y a quelques 8 milliards d'années. Or, ainsi que l'ont observé Buffon 1707 à 1788, et un siècle plus tard, Darwin 1809 à 1882, ces ordres de grandeur sont inouïs pour l'esprit humain qui ne peut se représenter de telle durée, Hartog 2020. Autrement dit, en plus d'être aussi éphémère, l'être humain est le jouet de ces illusions, phénomène capital sur lequel nous reviendrons. Les chiffres à proprement parler astronomiques, de l'espace qui nous entoure et des temps qui nous précèdent et qui nous suivront peut-être, ne peuvent que nous faire prendre conscience de notre finitude. Un dernier exemple conclura ce passage sur notre situation au sein du cosmos. Les 19 sondes Pioneer de 1958 à 1978 et les sondes Voyager de 1977 à 2019, qui ont quitté le système solaire mettront plus de 10 000 ans pour s'éloigner de 4 années-lumière, distance de l'étoile la plus proche, Braic 2000. Chez les êtres humains, la conscience du temps qui passe naît inévitablement du rythme circadien de chaque être, la durée du jour étant l'unité de temps la plus clairement perceptible de la flèche du temps qu'il vit dans sa chair. L'écoulement du temps est en effet un aspect essentiel de notre perception du monde, Ruel 2000, car l'être humain ne vit pas seulement dans le temps, il vit le temps. Cette conscience du temps provient aussi de l'apparente course du soleil et des étoiles dans le ciel. L'astronomie, considérée comme la mère de toutes les sciences et de tous les savoirs car fondée sur l'observation, a de fait été utilisée dans les grandes civilisations antiques, sumériennes, babyloniennes, égyptiennes, grecques, mésoaméricaines, chinoises et même plus tôt encore. Des exemples existent au néolithique, nous le verrons, pour l'établissement de calendriers basés sur la Lune et le Soleil. Astres déifiés en Égypte, mais aussi plus récemment en Mésoamérique, afin de déterminer le meilleur moment de l'année pour semer et planter, mais aussi pour prédire des conjonctions, des solstices, les mouvements apparents des planètes ainsi que des éclipses lunaires et éventuellement l'avenir, Braic 2000, Harman 2011, avant de se différencier, en tant que science, de l'astrologie à laquelle les humains, y compris les responsables politiques, continuent d'avoir inconsidérément recours aujourd'hui, Changeux et Ricoeur 2000, Jacob 2000, Lopez-Austin et Lopez-Louran 2012. Maurice Taïeb souligne que depuis la naissance des premières métropoles et des premières civilisations, l'homme a toujours porté son regard vers les étoiles, vers l'espace, vers l'infini, et il a saisi par son intelligence la notion de temps, Johansson et Eday 1983. Il faut noter à cet égard le pouvoir de l'astronomie, capable au moyen de la connaissance de bouleverser les paradigmes, donc les croyances, et de cette manière, de devenir un potentiel danger politique. Toute pensée est révolutionnaire, à tel point qu'à Athènes vers 432 AV. J.C. Le refus de croire au surnaturel et le fait d'enseigner l'astronomie furent considérés comme des délits, Dodds 1977. La comparaison entre les ordres de grandeur permis par la connaissance de l'univers et l'histoire de l'humanité met en évidence, par contraste, l'importance de l'accumulation des connaissances et de leur transmission, moyen de conjurer l'éphémère, à condition que celle-ci ne soit pas parasitée, voire interrompue par les puissants, ce qui a pourtant souvent été le cas au cours de l'aventure humaine car il est plus facile de manipuler et de dominer les ignorants. La conscience du temps qui passe provient aussi de l'inexorable survenue de la mort, d'autant plus marquante que pendant des siècles, elle limite de façon draconienne l'espérance de vie des humains. On rappellera à cet égard que le professeur Maurice Toubiana, 1995, évalue l'espérance de vie à une trentaine d'années en moyenne, de l'époque préhistorique jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Quelques rares exceptions, par exemple Caton l'Ancien 234 AV. J.C. 149 AV. J.C. Mort à 85 ans Robert 2002,
ou Fontenelle 1657 à 1757, connu pour sa parabole des roses dans les entretiens sur la pluralité des mondes de 1686, de Wever et Duranton 2015, et qui vécut centenaire, viennent juste confirmer la règle. Et l'on notera que si l'espérance de vie semblait avoir sensiblement augmenté au cours du XXe siècle, il apparaît que pour diverses raisons, en ce début de XXIe elle est en train de régresser, de Menet 2016. La brièveté de la vie incite d'ailleurs très tôt les humains à ritualiser les cérémonies funéraires et à avoir recours à des croyances censées prolonger l'existence du défunt. En témoigne un tombeau néolithique datant de 60 000 avant Jésus-Christ, qui contenait le pollen de 8 plantes médicinales possédant une puissante action pharmacologique. S'agissait-il de rendre la santé aux défunts, qui a été retrouvé à Chanidar en Irak, Changeux, 2002, mais aussi ce que signale Pascal Pic, des vestiges tels qu'un puits aux ossements restent de plusieurs dizaines d'individus, vieux de 300 000 ans, provenant de Grandolina en Espagne, attestent que le destin des morts faisait partie des préoccupations de ces hommes lointains. Pic et al., 2003. Yves Coppens signale que des sépultures individuelles clairement identifiées comme telles apparaissent il y a environ 140 000 ans, et qu'il s'agit de véritables tombes soigneusement creusées pour accueillir le corps du défunt, déposé d'une manière précise et toujours accompagné d'un mobilier particulier. Outils ou armes soigneusement choisis, objets considérés comme beaux, et forcément symboliques, fleurs, coquilles, bois d'animaux ou cornes, voire bagages alimentaires animaux pour L'. Au-delà, Lima, Psaïla, Coppens, 2017. Jean-Claude Margueron rapporte également que des corps d'enfants furent enfouis dans la caverne de Déderieh, en Syrie, vers 60 000 avant Jésus-Christ. Le Noir et Étardant Masquelier, 2003. L'homme de Néandertal non seulement enterre ses morts, dispose dans la tombe nourriture et ustensiles, mais encore imagine une vie après la mort. Leroy-Gourand 1964, Changeux 2002, Pic et al. 2003, Condémy et Savetier 2018. Or les Néandertaliens ont perduré en Europe près de 300 000 ans grâce notamment à leur capacité d'adaptation à leur environnement, Patou Matisse 2011. C'est dire la longévité de leur croyance en une vie après la mort et de leurs pratiques funéraires, seule compensation à l'éphémère. En Grèce, de même, l'ameublement des tombes laisse à penser que depuis les temps néolithiques, les habitants de la région égéenne ont eu le sentiment que les besoins humains de manger, de boire, de se vêtir, le désir d'être servi et diverti ne prennent pas fin avec la vie. Dodds, 1977. Quant aux Égyptiens, eux aussi, dès le néolithique, ils déposent des offrandes alimentaires dans les sépultures où les défunts sont tournés vers l'ouest, en direction du soleil couchant. Conrad 2007. On rappellera incidemment que le mot « Occident » vient du latin « occidere », qui signifie tomber, se coucher, mais aussi périr, révélateur du rapport entre l'ouest, le coucher du soleil, le sommeil et la mort. On sait quelle importance les Égyptiens accordaient à la vie après la mort, tout en ne croyant pas à l'existence d'une âme séparée du corps, car pour eux il n'y a pas de limite stricte entre le corps et l'esprit, et les mythes dont ils entouraient l'au-delà sont reliés à la cosmogonie dont ils s'étaient dotés. Assmann 2003, nous y reviendrons. La mort, vue comme rite de passage vers un autre monde dans les anciennes civilisations, Nioli et Vernant 1990, Assmann 2003, met l'accent sur l'idée que la vie de l'individu, si brève soit-elle, n'est qu'un maillon d'une longue chaîne de transmission à l'intérieur d'une société et de société à société, ainsi que le souligne Pierre Legendre, 1992, pour qui « Je suis un homme du passé et de l'avenir lointain, habite pas le présent », car selon l'anthropologue, chacun passe plus qu'il n'habite, avec pour tout bagage l'image de ceux qui l'ont fait naître et l'image de ses œuvres, la vie s'écoulant à faire tenir deux morceaux de la chaîne qui sont avant tout des images. Il en va de la différenciation des générations, donc de l'accès du sujet à l'identité et à la loi de la raison. Les sociologues Berger et Luckmann, 1992, notent de même que ma propre vie est un épisode du courant extérieurement factice du temps. Celui-ci existait avant ma naissance et existera après ma mort. La question qui se pose donc à nous s'énonce ainsi: comment les civilisations pensent-elles l'éphémère ? Si la transience apparaît comme une caractéristique incontournable de la vie, c'est que l'éphémère constitue l'essence de l'individu mais aussi celle des civilisations. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels, nous a rappelé Paul Valéry en 1919, ce que les vestiges des civilisations antiques nous confirmaient bien avant la Première Guerre mondiale.
La prise de conscience du temps qui passe et donc de l'éphémère est universelle. C'est ainsi que François Hartog 2020 note que faire face à Chrono a toujours été à l'ordre du jour des différents groupes sociaux. S'efforcer de le saisir ou chercher à lui échapper, travailler à l'ordonner, en le découpant, en le mesurant, bref prétendre le maîtriser, le croire et le faire croire, tels sont les moyens dont les humains disposent. Ils n'ont en effet jamais cessé de batailler, en inventant de multiples stratégies plus ou moins élaborées, pour fabriquer ce qu'ils jugeaient être les meilleurs filets en vue de s'assurer une prise sur le temps ou du moins, trouver des accommodements avec l'éphémère, Hartog 2020. Le temps en sort toujours vainqueur. L'éphémère peut-il dès lors constituer une incitation à la réflexion philosophique, donc à la sagesse, ou seulement une incitation à la jouissance ici, maintenant, ce que prône l'épopée babylonienne de Gilgamesh, les chants égyptiens de harpistes dans certains papyrus, mais aussi la Bible dans l'Ecclésiaste, Asman 2003? C'est ce que nous allons essayer de démêler au cours des 3 chapitres de cet ouvrage. Chapitre L, l'éphémère comme essence de l'individu. L'essence éphémère de l'être humain se décline selon différentes modalités. Biologiquement, il dispose d'une espérance de vie relativement brève, comparativement à l'ancienneté de l'espèce et encore plus comparativement à la date, toute approximative qu'elle soit, de l'apparition de la vie, voire à l'âge de la Terre ou de l'univers. Psychologiquement, mais ceci est en relation avec la biologie comme on le verra, son moi présente des marges d'instabilité et il est largement opaque à lui-même, Legendre 1999. Illusoire pour lui-même, de même que l'est autrui dans la représentation mentale de chacun, simple image que le sujet est s'apostrophe. En fait, car même si les représentations que nous construisons dans notre cerveau sont, selon le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux 2002, des objets physiques, modèles réduits du monde extérieur et de notre propre monde intérieur, ils ne sont pas à proprement parler tangibles, malgré les investigations scientifiques. Et nous sommes le jouet d'illusions que seule la science est en mesure de déceler, ou que nous révèle la réalité lorsqu'elle se rappelle brutalement à nous. La dynamique de la vie ne peut qu'engendrer pareille instabilité ontologique, d'autant que l'éthologue Konrad Lorenz, 1970, nous a appris que l'être humain est le spécialiste de la non-spécialisation. C'est ainsi, par exemple, que la lecture et l'écriture ne nécessitent pas un système cérébral spécifique mais sollicitent des systèmes qui ont servi tout au long de l'histoire humaine et servent encore à d'autres choses. Reconnaissance de la forme visuelle, segmentation des mots en syllabes, contrôle moteur de la main et du poignet, Boyer 2001, nous y reviendrons. Si nos sens nous guident à peu près, dans la vie de tous les jours, cependant François Jacob 2000 nous rappelle que la théorie quantique et la théorie de la relativité conduisent à des conclusions qui défient le sens intuitif que nous avons du temps et de l'espace, et que c'est précisément la fonction de la science de fournir une représentation du monde, des êtres et des choses répondant à elle'. Exigence de dépasser la surface des objets, leur apparence, et aller au plus profond, de se débarrasser dans la mesure du possible, de ces illusions que nous impose la nature de nos sens et de notre cerveau. Le biologiste et géographe Jared Diamond, 2006, définit la science comme l'acquisition de connaissances fiables sur le monde, qui ne sont que très partiellement celles que nos sens nous révèlent. René Passet 2000 note que nous nous trouvons dans cette situation surréaliste où c'est l'univers abstrait, étranger à nos sens, qui correspondrait au réel cependant que notre univers familier, celui qui parle à nos sens et à notre bon sens, ne serait qu'une convention admissible à la rigueur comme hypothèse simplificatrice du réel dans des conditions particulières. Albert Jacquard, 1991, souligne que si l'exploration scientifique est la caractéristique propre de l'homme, c'est que lui seul est capable de doubler la réalité intérieure telle que ses sens la lui décrivent, d'une image qu'il échafaude en lui, en utilisant soit les matériaux fournis par ses sens, soit les produits de sa propre imagination. C'est ainsi que les scientifiques nous apprennent que lorsque nous rêvons, les régions de notre cerveau qui commandent la vision sont stimulées exactement comme si nous voyions vraiment quelque chose, que si à l'état d'éveil le ciel nous paraît bleu, c'est que la lumière du soleil, lumière blanche qui contient toutes les lumières de l'arc-en-ciel, traverse l'atmosphère sauf le bleu qui est diffusé dans toutes les directions, collectif CNRS 2005. La couleur des objets tient en effet à la structure atomique de la matière qui les compose. Elle dépend des couleurs de la lumière solaire qui ne sont pas absorbées par cet objet, mais réfléchies dans nos yeux. Nous interagissons avec l'univers par le jeu de la lumière et de la matière.
Faits de protons et d'électrons, nous sommes des êtres électromagnétiques, qui communiquons avec le monde extérieur par des ondes électromagnétiques, Trinks-Swan-Twan, 1998. S'il est maintenant établi que la lumière ou le fonctionnement du cerveau sont des objets scientifiques, ne peut-on en dire autant de l'éphémère, notion pourtant bien abstraite? Il ne nous apparaît pas impossible de le caractériser, ne serait-ce qu'en nous appuyant sur des ordres de grandeur incontestables, scientifiques, qui contrastent avec la brièveté de la vie humaine. 1.1. La relative brièveté de la vie humaine. Non seulement, ainsi que nous l'avons dit plus haut, l'espérance de vie qui avait globalement augmenté au cours du XXe siècle régresse, mais encore il convient de garder à l'esprit que même ayant considérablement augmenté au XXe siècle, la durée de la vie humaine est relativement courte en comparaison de celle du monde qui nous entoure, dont les ordres de grandeur sont proprement vertigineux. 1.1. Des ordres de grandeur vertigineux. C'est ainsi qu'avec la théorie du Big Bang, les astrophysiciens ont de bonnes raisons de penser, contrairement aux croyances propagées par l'enseignement de la Bible pendant des millénaires et encore de nos jours, aux États-Unis par exemple avec le créationnisme, Le Cours, 1998, Changeux et Ricoeur, 2000, Hartog 2020, que l'univers a évolué à partir d'une explosion initiale fulgurante qui a donné naissance à L'. Espace-temps il y a quelques 15 milliards d'années, Jacquard 1991, Trinks-Swan-Twan 1998, Braic 2000. À ce propos, Albert Jacquard note qu'après 15 milliards d'années, la composition de l'univers n'a guère changé, malgré l'activité de milliards de galaxies riches chacune de centaines de milliards d'étoiles, Jacquard 1991. André Braic insiste sur cette relative stabilité de l'univers, en soulignant que le fait que la vie existe depuis si longtemps sur Terre implique que la température et la pression n'ont pas trop varié pendant des milliards d'années. Pendant ces 15 milliards d'années, en tout cas, la distance de la Terre au Soleil n'a pas non plus varié de manière significative et le Soleil nous a envoyé la même quantité d'énergie, Braic, 2000. Le système solaire, donc la Terre qui est une immense machine thermique chaude en son centre et plus froide à l'extérieur, Braic, 2000, date de 4,6 milliards d'années, ce dont témoigne l'âge des plus anciennes roches terrestres, Beau, 2000, notamment les rochers de la croûte terrestre, vieux de 4 milliards d'années, qui se trouvent dans le Murchison Range dans l'ouest de L'. Australie, Diamond, 2006, et les scientifiques ont calculé que ce système a encore 4,5 milliards d'années d'existence devant lui avant que le Soleil, qui est une boule de gaz incandescente, Braic, 2000, ne devienne une géante rouge, ayant consommé tout son carburant d'hydrogène et entamant alors sa réserve d'hélium, Trinks-Swan-Twan, 1998. D'autres ordres de grandeur rendent la place de l'homme dans l'univers infiniment minuscule, par exemple le fait que le Soleil se trouve à environ 150 millions de kilomètres de la Terre, que la vitesse de la lumière, de même que la vitesse de propagation de l'onde électromagnétique qui est une seule et même chose avec la lumière, est de 300 000 km par seconde, la plus grande vitesse possible dans l'univers selon la théorie de la relativité, mais aussi le fait que la Terre nous entraîne dans son périple autour du Soleil à la vitesse de 30 km par seconde. Hawking, 1989, Trinks-Swan-Twan, 1998. Le philosophe Michel Serres souligne notre étonnement et notre incompréhension de l'épaisseur énorme du temps et de rythmes incommensurables. Pic et al., 2003. Du reste, sur Terre, d'autres nombres sont proprement vertigineux, la démographie humaine galopante par exemple. LL2. L'humanité et sa démographie exponentielle. La multiplication exponentielle du nombre des humains depuis les origines contribue également à bousculer la place de l'individu contemporain et à minimiser son importance, les deux guerres mondiales du XXe siècle constituant l'autre facteur d'insignifiance, insignifiance mise en lumière par la littérature et la peinture contemporaine de ces guerres. Alors que l'on estime à moins d'1 million les représentants de notre espèce au début du Paléolithique supérieur, ils atteignent le nombre d'à peine 10 millions à la fin de la même ère culturelle, datée de moins 3 millions d'années à moins 11 000 ans environ. Ils sont moins de 100 millions au début des âges métallurgiques, vers 3000 AV. JC, environ 200 millions au temps de Charlemagne, Heyer 2020, et moins d'1 milliard en 1800, Condémy et Savetier 2018. Ils sont 2 milliards en 1927, 6 milliards en 1999, Beau 2000,
7,5 milliards à la fin des années 2010, Condemi et Savetier 2018, et les démographes de la Division de la population des Nations Unies prévoient une population mondiale de 9,5 milliards de jours humains en 2050, 10,1 milliards en 2071 et 10,2 milliards en 2100. Jacquard, 1991. En regard de ces chiffres, l'être humain pris isolément paraît bel et bien quantité négligeable. C'est alors qu'il faut souligner l'idée que si individuellement, l'être humain n'est rien, seul compte l'humanité, qui ne représente pourtant qu'un élément parmi d'autres de la longue histoire de la vie. LL3. La longue histoire de la vie. D'autres ordres de grandeur viennent ajouter leur force au contraste qui met en relief la situation naturellement précaire de l'homme. En effet, pour ce qui concerne la vie, l'évolution des systèmes vivants a pu être retracée depuis la bactérie jusqu'à l'homme, Bourguignon, 1994. Les toutes premières formes de vie se manifestent, il y a environ 3,8 milliards d'années, après que des réactions chimiques ont donné naissance à des protocellules, apparues entre 4 et 3,8 milliards d'années, puis aux premières cellules, entre 3,8 et 3,7 milliards d'années, aux cellules eucaryotes, aux noyaux structurés vers 2 milliards d'années, aux organismes multicellulaires entre 400 et 600 millions d'années, aux organismes dotés d'un système nerveux il y a environ 600 à 500 millions d'années, Damasio 2017. L'analyse des fossiles montre que la vie est donc apparue environ 1 milliard d'années après la formation de la Terre. Ensuite, pendant plus de 2 milliards d'années, la vie a revêtu la forme de cellules isolées, flottant dans l'océan mondial. Puis, à la période cambrienne, il y a un peu plus de 700 millions d'années, ces cellules se sont associées pour former les premiers organismes multicellulaires. La vie n'existe à ce moment-là qu'en milieu marin. Vers, éponge, premier mollusque, Johanson et Edey 1983. 100 millions d'années plus tard, ces organismes se munissent de squelettes, Braic 2000. Il y a 600 millions d'années donc, apparaissent des organismes à corps plat, des algues et des mousses. Quelques dizaines de millions d'années passent encore et se produit une sorte d'explosion biologique avec une grande variété d'animaux articulés ayant pu avoir des ressemblances avec des araignées, des scorpions ou des crustacés, Beau 2000. 100 millions d'années de plus, il y a donc 500 millions d'années, et les poissons peuplent les mers qui occupent alors la plus grande partie de la surface de la planète, Braic 2000, de Weaver et Duranton 2015. Aux Siluriens, il y a entre 425 et 405 millions d'années, apparaissent les premières plantes terrestres. Aux Dévoniens, il y a entre 405 et 345 millions d'années, apparaissent les premières grandes plantes arborescentes et les premiers amphibiens, Johanson et Edey, 1983. La périlleuse sortie de l'eau a probablement lieu il y a environ 400 millions d'années, Beau, 2000. Au Carbonifère, il y a entre 345 et 280 millions d'années, apparaissent sur Terre des insectes primitifs géants ainsi que les premiers reptiles, et les poissons se développent. Entre 300 et 146 millions d'années avant nous, se produit une accélération dans l'évolution des végétaux. Il y a environ 260 millions d'années, apparaissent plantes à feuilles, insectes, reptiles, dinosaures et oiseaux, Beau 2000. Il y a donc environ 260 millions d'années, c'est au tour des animaux à sang chaud d'apparaître et les premiers proto-mammifères commencent à prospérer, Braic 2000. Au Permien, il y a entre 280 et 181 millions d'années, apparaissent les premiers insectes modernes, et un important développement des amphibiens et des reptiles a lieu. Les poissons prolifèrent dans les mers. Au Trias, entre 230 et 181 millions d'années, apparaissent les premiers dinosaures qui se développent au Jurassique, il y a entre 181 et 135 millions d'années, quand apparaissent aussi les premiers véritables mammifères et les premiers oiseaux, Johanson et Edey, 1983. Cependant, il y a environ 250 millions d'années vers la fin du Permien, une rupture catastrophique se produit. 90% des espèces disparaissent, Braic 2000, Benton 2003. Les espèces qui semblent survivre et qui se développent il y a 100 millions d'années sont les insectes sociaux, fourmis, abeilles, guêpes, termites, dont le schéma général de socialité ressemble à celui des cultures humaines mais reste un schéma fixe, Damasio 2017. Puis, il y a 65 millions d'années, à la fin de l'ère secondaire, au Crétacé, une nouvelle rupture catastrophique ravage les premières formes de vie.
les 2/3 des espèces vivantes et probablement de 45% à 80% des animaux, dont les dinosaures, disparaissent. Johansson et Eday, 1983, Braic, 2000, Benton, 2003. Néanmoins, la vie reprend et continue. Au Tertiaire et au Quaternaire, apparaissent des prosimiens et les premiers grands mammifères qui commencent à dominer sur Terre. Les poissons à arêtes abondent dans les mers où se développent de grands requins. Et au Pliocène, il y a entre 5 et 2 millions d'années, une nouvelle espèce se distingue, les hominidés, c'est-à-dire des primates qui possèdent la station verticale et vont évoluer d'Homo habilis à Homo erectus, puis Homo sapiens. Johansson et Eday, 1983. Albert Jacquard explique lui aussi qu'il y a 40 millions d'années, se détache un groupe apparu aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Monde, les anthropoides. Ce groupe se ramifie dans de multiples directions, apportant des réponses de plus en plus complexes et différenciées aux pressions de l'environnement. Puis, à moins 6 millions d'années environ, les australopithèques généralisent la marche sur 2 pieds, libérant les membres antérieurs pour d'autres fonctions. À moins 3 millions d'années, certains de leurs descendants imaginent d'utiliser les matériaux qu'ils ont sous la main, pierres, branches, ossements, pour prolonger leurs gestes et accroître leur efficacité. Jacquard, 1991. Ils inventent les outils, autrement dit ce que Georgescu Roegen, 1995, appelle le prolongement exosomatique de leur capacité biologique. Néanmoins, l'outil n'est pas le propre de l'humain. Jean-Didier Vincent nous explique que les chimpanzés manifestent aussi des comportements culturels. Ils utilisent des outils et se transmettent des traditions. Pic et al., 2003. Après la découverte au Kenya, en 1974, du fossile de Lucie daté de plus de 3,5 millions d'années, Johansson et Eday, 1983, Patou Matisse, 2011, Condemi et Savatier, 2018, puis en 2000, toujours au Kenya, celui d'Aurorine, daté de 6 à 5,7 millions de jours année. Les chercheurs croient à chaque fois avoir trouvé le plus ancien squelette humain. Or, depuis la découverte d'un crâne fossile de primate, surnommé Touma Y par les chercheurs, en 2001 au Tchad, par l'équipe de Michel Brunet, l'origine de l'espèce humaine semble pouvoir être réellement datée d'il y a environ 7 millions d'années, Condemi et Savatier 2018, et Hier 2020, même si les controverses scientifiques continuent aller bon train sur des questions de détail et de nomenclature, Pic et al., 2003. De fait, le passage des préhominiens d'une marche à 4 pattes à la locomotion pédestre de l'homme se traduit par une série de libérations successives. Celle de la tête par rapport au sol, celle de la main par rapport à la marche et dans un même élan de verticalité, celle de la voûte crânienne par rapport au massif facial, Vincent 2000, d'où la complexification simultanée du fonctionnement cérébral et des interactions avec l'environnement. Ce processus de complexification du système nerveux central culmine dans notre espèce grâce au développement singulier du langage, de la conscience réflexive et d'un apprentissage social particulièrement élaboré. Bourguignon, 1994, Carly, 1995, Condemi et Savatier, 2018. Au fur et à mesure que le quadrupède se transforme en bipède, il s'invente à la fois des mains et une capacité de langage. Il peut parler et manier un objet ou dessiner. On peut considérer que dès l'origine, il existait une division entre des formes de communication fugaces qui disparaissent aussitôt émises, le cri, le geste, et d'autres qui demeuraient. Le graphisme mais aussi le tatouage, les scarifications par exemple, Calvet 2011. Il apparaît que plus de bipédie entraîne mécaniquement plus de facilité à accéder à un plus grand territoire, dont l'exploitation est amplifiée par plus de coordination entre les membres du groupe, plus de capacité à imiter et d'habileté manuelle. La bipédie entraîne une plus grande taille, une meilleure cognition et une mobilité accrue pour exploiter le territoire, lesquels génèrent à leur tour plus de bipédie. Avec l'acquisition de la bipédie et l'évolution vers une exploitation du territoire toujours plus diversifiée, la culture et la biologie se sont mises à évoluer de concert en s'influençant l'une l'autre. En somme, la bipédie a accéléré l'évolution de la main et du corps, Condemi et Savatier 2018. Or la bipédie remonte à au moins 4 millions d'années, Johansson et Eday, 1983. Datation précisée par la découverte en Allemagne, en 2019, d'un fossile d'hominidés, Danuvius guggenmosi, qui fait remonter la bipédie à 11,6 millions d'années. Or, celle-ci se trouve à l'origine de la culture, qui commence avec le langage.
LL4. La longue histoire de la culture. À moins d'1 million d'années, un rudiment de langage commence à apparaître. Il y a 500 000 ans, peut-être même à partir de 1,7 million d'années, a lieu la domestication du feu, Pic et al. 2003, 2008, et hier 2020. Puis à moins 50 000 ans, le langage acquiert des nuances qui permettent de véritables échanges. La révolution symbolique, avec l'art qui apparaît sous toutes ses formes, musique, gravure, peinture, sculpture, parure et mobilier funéraire, est portée par les hommes de Cro-Magnon il y a entre 60 000 et 40 000 ans, Pic et al. 2003. À moins 10 000 ans, la cité, l'agriculture, l'écriture sont inventées, Jacquard 1991. La main libérée par la bipédie a joué un rôle non négligeable dans la naissance du langage. Elle est d'ailleurs l'un des tout premiers organes de la communication primate et devient le premier langage symbolique. Le corps entre en jeu également, Condémy et Savetier 2018. Il est probable que la symbolisation gestuelle ait précédé de longtemps la symbolisation verbale, Bourguignon 1994, de même que chez le bébé, le geste précède la parole, Carly 1995, de Boisson-Bardy 1996. De premières analyses font état du passage du babil aux formes élémentaires de communication et d'expression, telles l'holophrase, il y a environ 400 000 ou 300 000 ans. Le recours à des langages articulés, diversifiés, adaptables à une grande diversité de situations aurait donc commencé il y a environ 40 000 ou 30 000 ans, plus de 20 000 ans avant ce qu'on a appelé un peu vite la révolution néolithique. Car révolution il n'y a pas eu, le changement S', étant fait de manière progressive, Condémy et Savetier, 2018, et plus de 25 000 ans avant les premières grandes civilisations, Beau 2000. La culture humaine précède les civilisations, même si elle ne remonte qu'à environ 20 000 ans, aux alentours de l'époque magdalénienne, avec la floraison pictographique de cette époque, dont témoignent les peintures rupestres Brahic 2000. En fait, les peintures de la grotte Chauvet, découvertes le 18 décembre 1994, remontent à environ 37 000 ans, soit la période de l'Aurignacien, qui s'étend d'il y a environ 43 000 à 28 000 ans, Condémy et Savetier 2018. Nous reviendrons sur la question de l'art rupestre. Cette chronologie, approximative du reste, ne doit pas nous faire oublier néanmoins que l'évolution n'est pas linéaire, mais buissonnante, et hier 2020. L'avancement des recherches permet de faire état aujourd'hui de la probabilité de l'émergence d'une première forme de langage articulé, il y a entre 4 et 3,5 millions d'années. Autre événement capital dans la longue histoire de l'humanité, la sortie d'Afrique, continent d'où nous provenons tous, et hier 2020, ne l'oublions pas. Cette sortie se serait produite en plusieurs fois, la première avant il y a 2 millions d'années en toute probabilité, la deuxième il y a environ 600 000 ans et la troisième il y a environ 200 000 ans, Pic et al. 2003, Condémy et Savetier 2018. En tout cas, Homo erectus a pénétré en Asie il y a plus de 2 millions d'années. En Europe, les premières traces humaines datent d'environ 1,5 million d'années et se multiplient à partir d'1 million d'années environ, Condémy et Savetier 2018. La généticienne Heyer 2020 date maintenant la sortie d'Afrique d'il y a environ 70 000 ans plus probablement. Il n'en reste pas moins que l'Afrique est notre berceau commun à tous. Pour ce qui est de l'appréciation des ordres de grandeur, l'astrophysicien André Brahic fait observer que toute l'histoire de la culture humaine ne représente qu'un 100 millième de l'histoire de l'univers, et précise que le rapport est à peu près le même que celui d'un brin d'herbe en comparaison avec la longueur d'un terrain de football. Or, si à l'échelle de l'évolution cosmique, géologique ou biologique, l'histoire de notre culture est un phénomène très récent malgré les millénaires de son cours, aucune évolution biologique des êtres humains n'a eu lieu pendant ce temps-là, Brahic 2000. Leroy-Gourhan, 1964, ne dit pas autre chose lorsqu'il écrit que la paléontologie humaine et la préhistoire nous conduisent à constater que toute l'ascension des civilisations s'est faite avec le même homme physique et intellectuel qui guettait le mammouth, et que notre culture électronique récente a pour support un appareil physiologique qui date de 40 000 ans. L'anthropologue ajoute que la contradiction est criante entre une civilisation au pouvoir presque illimité et un civilisateur dont l'agressivité est restée la même qu'au temps où tuer le renne avait le sens de survivre. Leroy-Gourhan 1964. Ce n'est pas tout. Le philosophe J.M. Baldwin,
Piatelli Palmarini, 1979, exprime l'idée paradoxale en apparence que l'enfant qui naît est plus vieux que tous les adultes et antérieur à l'homme préhistorique lui-même puisqu'il doit refaire, en raccourci, tout le chemin accompli depuis l'aube des temps pour accéder au savoir de son époque. De fait, l'être humain est travaillé à son insu par des forces dont il ne peut déceler l'origine et dont la temporalité s'étend sur des millénaires. C'est ainsi que le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, 1983, nous apprend que le cerveau de l'homme contient ou produit au moins 3 grandes catégories de représentation du monde, dont la cinétique de formation et la stabilité couvrent des échelles de temps qui se répartissent du dixième de seconde à la centaine de millions d'années. De même, Edward Zarifian 2000 explique que tout comportement humain procède à la fois de stratégies communes à l'espèce, d'un déterminisme qui s'inscrit dans l'histoire génétique de la lignée et d'une spécificité individuelle, unique, qui se réfère à l'histoire personnelle de chacun. L'ontogenèse du système nerveux et du psychisme de l'homme est riche d'enseignements, car elle nous révèle l'existence de leur double détermination génétique et épigénétique, le génome étant responsable du plan de câblage et des propriétés générales du cerveau, tandis que l'épigenèse spécifie définitivement certains circuits neuronaux, Bourguignon, 1994. Rappelons ici pour mémoire la définition que Heyer 2020 donne de l'épigénétique. Celle-ci regroupe l'ensemble des mécanismes qui modulent l'expression des gènes en fonction de l'environnement. De fait, chez l'être humain, l'actualisation du génome, actualisation des possibles programmés, se fait en interaction avec des possibles non programmés, d'ordre social pour une large part, Carly, 1995. Jean-Didier Vincent, 2000, considère que les gènes constituent une mémoire d'espèce tandis que l'épigenèse fournit vraisemblablement le substrat de la mémoire individuelle. Les gènes ont en effet joué un rôle capital dans l'évolution, depuis leur forme primitive jusqu'à maintenant. Leur point de départ se situe dans les conditions physiques et chimiques du processus vital, responsable de l'homéostasie au sens large, concept sur lequel nous reviendrons. Le cerveau a été assemblé au moyen de l'héritage génétique, un héritage sélectionné au fil de plusieurs milliards d'années, Damasio 2017. À cet égard, la généticienne Evelyn Heyer 2020 souligne, comme bien d'autres biologistes, que chaque être vivant possède la même machinerie moléculaire, les mêmes lettres de l'alphabet ADN, que ce soit une jonquille, une algue ou un oiseau, car toutes les formes de vie sur Terre descendent d'une molécule apparue il y a environ 3,5 milliards d'années. Comment s'étonner de cette mémoire inconsciente quand on découvre avec André Braic 2000 que tous les atomes qui constituent notre corps, la Terre, les planètes, etc., ont un jour été fabriqués soit dans les étoiles, soit au tout début de l'univers. Et l'astrophysicien de déclarer « À un fonctionnaire qui vous demanderait votre âge, vous pourriez lui répondre que vous êtes né il y a 5 à 12 milliards d'années. Car pratiquement tous les atomes qui forment notre corps ou même ce livre ont été formés au cœur d'une étoile, il y a 5, 8, 10 ou 12 milliards d'années, Braic 2000. C'est pourquoi, aussi surprenant que cela paraisse, les traits culturels induits par le long stade... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.